Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui peut, mais dure qui peut. Paul Biya has ruled Cameroon for almost 40 years. Cameroun, le climat politique est de plus en plus tendu. C'est notre papa et c'est notre frère. À l'occasion de son anniversaire, nous devons tous le vénérer. Cameroon's long-serving president Paul Biya is today celebrating 42 years as leader of the Central African Nation. Rappelons que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, n'a toujours pas fait connaître, officiellement en tout cas, ses intentions. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est MC, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intrigue et divise. Il s'agit de comment est-ce que Paul Biya a fait pour parvenir à se maintenir pendant bientôt 43 ans au pouvoir. Alors à 91 ans, cet homme est simplement un phénomène politique. Il faut l'avouer, on ne saurait attribuer sa longévité qu'à de la chance ou à la bénédiction divine, même si elle peut y jouer peut-être un grand rôle, qui sait. Mais bon, pour découvrir les principaux facteurs qui lui ont permis de se maintenir aussi longtemps à étudier, restez avec moi jusqu'à la fin et nous décortiquerons tous ces mécanismes. Avant de continuer, essaye de répondre à ce petit quiz sur le sujet du jour. Laquelle de ces affirmations sur Paul Biya est vraie? A. Il a offert le multipartisme au Cameroun. B. Il n'a jamais accordé de conférence de presse aux médias nationaux. C. Il fut un habit de Oumyobé. D. Il a fait ses études à Genève. Vous aurez la réponse en fin de vidéo. Commençons par le début. Paul Biya n'aurait certainement pas eu un règne aussi lent sans l'héritage laissé par Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. Ce dernier avait instauré un régime autoritaire et sanguinaire. Des massacres, la terreur, des assassinats d'indépendantistes, dont Félix Mounier et Ernest Mandjé, qui ont l'un après l'autre pris la tête de l'UPC après la mort de Ruben Oumyobé, l'assassinat de Ruben Oumyobé en 1958. Ainsi, l'UPC, le principal parti nationaliste, avait été maté, réduit au silence. C'est dans ce contexte-là que Paul Biya a eu son implantation facilitée. Il a donc hérité d'un pays où les voix discordantes avaient été réduites au silence. Paul Biya accède au pouvoir en 1982 à la suite de la démission de Ahidjo, qui était connu comme étant un tyran. Il régnait d'une main de fer. Paul Biya, lorsqu'il accède au pouvoir, il se présente comme une rupture avec ce passé-là, ce passé assez sombre pour beaucoup de Camerounais. Il se présente comme l'homme de la paix. C'est ainsi que le slogan « Cameroun, havre de paix » devient un pilier de sa communication. Et c'est cette image-là de paix qui séduit les Camerounais. Ces derniers voient en lui l'homme capable, l'homme de la situation, celui-là qui est en mesure de maintenir ou d'apporter la stabilité au Cameroun qui sort d'une période autoritaire. Comme nous l'avons précédemment remarqué, Paul Biya ne tombe pas du ciel. Il a gravi les échelons étatiques du système d'Ahidjo sur plusieurs années. De chargé de mission à la présidence en 1962, il est dès 1975 à la primature. Ainsi, ce chrétien du Sud a su imposer ou alors a su acquérir sa place dans ce régime gouverné majoritairement par les élites musulmanes du Nord. Il a un peu produit de ce régime. Il en connaît les failles et les atouts. Il sait où appuyer pour consolider son pouvoir, mais aussi pour prévenir les menaces. Sa parfaite maîtrise des rouages de l'État lui permet et lui dicte même un nettoyage politique. Ainsi, dès son arrivée, Paul Biya a méthodiquement écarté les fidèles d'Ahidjo pour installer ses propres alliés. C'est ainsi que Ahidjo, qui pensait faire de Paul Biya sa main, pour ainsi continuer à diriger le pays dans l'ombre, se retrouve très vite écarté. Il se retrouve donc condamné à mort et accusé de trahison en 1984 par Paul Biya. Cela n'a certainement pas été inutile car la même année, Paul Biya a subi une tentative de coup d'État diligentée par des éléments de la garde présidentielle qui venaient tout juste de dissoudre, en fait, qui était composée en majorité d'éléments originaires du Nord Cameroun, la région d'origine de Ahidjo. Et donc, il réussit à sortir vainqueur de ces affrontements-là grâce à ses propres alliés à lui qu'il avait mis en place, qui lui étaient restés fidèles.
Je peux ici citer le très célèbre général Pierre Semengue, qui à l'époque était général de brigade, mais aujourd'hui a été élevé général d'armée depuis 2001 et c'est le seul à avoir ce titre au Cameroun. Je peux également citer le général René-Claude Meka, à l'époque qui était un colonel, et aujourd'hui est chef d'état-major des armées. Et je peux également encore citer le général Aivo, qui à l'époque était capitaine, mais aujourd'hui est directeur de la sécurité présidentielle. La loyauté pour Paul Biya est d'or. Pour lui, c'est une monnaie d'échange. Les éléments qui lui sont fidèles, en fait, sont gracieusement récompensés par des titres stratégiques, des postes assez fructueux, tandis que les traîtres sont gravement châtiés. Ils sont souvent écartés par des prétextes juridiques ou par humiliation publique. Je vais prendre le cas de l'opération Épervier, par exemple, qui officiellement est une opération de lutte contre la corruption, mais qui, dans les faits, est souvent utilisée pour régler les comptes de Paul Biya avec ses adversaires ou alors les traîtres, ceux qui l'ont trahi. On peut citer ici le cas de Marafat Hamidou Yahya ou de Titus Sedjoua, qui ont été des éléments assez proches de Paul Biya, qui ont occupé des postes dans ces gouvernements, mais qui, après avoir présenté leurs ambitions de devenir un jour des opposants de Biya, même pas des opposants, des présidents de la République du Cameroun, ont été très rapidement écartés. Je prends l'exemple de Titus Sedjoua, qui, dans son œuvre Les Méditations de prison, nous présente cette situation. Il décrit bien le fait qu'il a été arrêté le 3 juillet 1997 pour détournement de fonds publics par Épervier, après avoir démissionné le 20 avril de la même année pour poser sa candidature aux élections officielles suivantes. Donc, vous voyez bien le hasard, comment le hasard fait ces choses. Comme vous l'avez sûrement compris avec l'opération Épervier, Paul Biya a su utiliser les institutions de la République à son avantage. Les lois, les révisions constitutionnelles, notamment celle de 2008 qui a permis d'abolir la limitation du nombre de mandats, le contrôle des organes gouvernementaux, sont tout autant de choses qui permettent la réélection de Biya. Vous voyez. Ainsi, ajouter à cela la corruption généralisée, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du bas peuple, je pense ici au partage des pains sardines, ou encore le mode de scrutin qui est favorable parce qu'on est dans un scrutin à un tour. Tout cet ensemble-là, donc, permet à ce que Paul Biya soit toujours réélu. L'un des outils les plus efficaces de Paul Biya a été la division. Il a su utiliser les différentes fractures du pays, qu'elles soient linguistiques, tribales ou religieuses, pour mieux contrôler la population. Les Bamileke qui accusent tous les sudistes et qu'ils appellent quoi? De s'accaparer du pouvoir. Les Beti qui accusent les Bamileke de complotistes. Les anglophones qui se sentent marginalisés par les francophones. Les nordistes musulmans qui accusent les chrétiens sudistes de les avoir dépouillés de leur pouvoir d'antan. Vous voyez donc que tout ça, c'est la distraction, non? En jouant sur ces divisions, Paul Biya empêchait donc l'union des forces qui auraient pu contester son pouvoir. À cela, donc, s'ajoute également une opposition souvent absente ou désunie ou même infiltrée par des éléments proches du régime. Pendant longtemps, nous avons eu comme seul opposant au Cameroun John Frondi, qui a essayé de rivaliser avec le champion du RDPC, mais bon, il n'a pas pu le renverser. Aujourd'hui encore, nous avons deux opposants de taille au Cameroun. Je parle ici de Cabral Libi et de Maurice Kamto, qui n'arrivent toujours pas à faire de coalition. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Que ce soit volontaire ou pas, Paul Biya applique avec brio les principes du machiavélisme énoncés dans Le Prince de Machiavel, qui est une œuvre que je conseille vivement à tous les passionnés de politique qui ne l'auraient pas encore lu. Cette œuvre-là présente les différentes stratégies pour acquérir le pouvoir, l'exercer et le conquérir. L'un des principes fondamentaux du machiavélisme est que tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir. Cela s'observe clairement dans l'exercice du pouvoir de Paul Biya. Par exemple, l'un des faits marquants
est la réécriture des faits historiques pour que cela, en fait, s'adapte à sa propre narration. Je parle ici du cas du multipartisme. Pendant longtemps, que ce soit à l'époque, à l'école ou dans des discussions populaires, il a souvent dit que c'est Paul Biya qui a offert le multipartisme au Cameroun. Pourtant, cette version des choses n'est pas très vraie, car le multipartisme a été accordé finalement au Cameroun après de longues batailles. Des opposants, notamment John Frondi, se sont battus pour ça. Ils ont été arrêtés, ils ont été matraqués et tout. Mais l'histoire que le régime de Biya nous laisse savoir est que c'est lui qui aurait offert ce multipartisme. Donc, vous voyez un peu. D'autre part, l'image de Paul Biya, que son régime décrit comme étant un homme bon, un homme presque paternaliste, comme on dit, c'est le père de la nation, contraste énormément avec ses décisions en fait politiques militaires de gestion de crise et la violence en fait qu'il peut ordonner sur des Camerounais. Je prends l'exemple en 1992 lors des villes mortes où il a ordonné le massacre, la mort de plusieurs Camerounais qui s'opposaient à son régime. Et encore en 2008 plus récemment, lors des émeutes, de nombreux Camerounais sont encore morts sous les mains de la justice, de la police, autant pour moi. Ce contraste entre l'image publique qu'il veut projeter et la réalité de sa gouvernance reflète clairement dans l'art de la manipulation dont fait preuve son régime. Pour ceux qui ont lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, vous conviendrez avec moi qu'il est facile de reconnaître l'application de certaines des lois qui sont énoncées dans le livre, dans la gouvernance de Biya. Par exemple, nous avons la loi numéro 1, ne jamais dépasser le maître. Ici, ça reflète le changement de visage de Paul Biya entre avant, quand il était Premier ministre et maintenant qu'il est président. Je m'explique. Quand Paul Biya était Premier ministre, c'était un personnage effacé. Il laissait Ahidjo être devant de la scène, on ne le sentait pas. Il ne dépassait pas son être. Maintenant qu'il est président, il s'est affirmé. Il contrôle tout. C'est un Manitou. Vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Aussi, nous avons la loi numéro 4, dit toujours moins que nécessaire. Cela se voit dans la manière d'être de Paul Biya lui-même, quoi. Ce monsieur ne parle pas. On entend sa voix que lorsqu'il fait des discours à la nation lors du 1er janvier ou du 31 décembre, du 11 février, du 20 mai, bref, à des occasions très particulières. Sinon, à part ça, il ne parle pas. Vous pouvez dire qu'il est mort, vous pouvez l'insulter, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, il ne prendra jamais la parole. On peut également parler de la loi numéro 8 qui est obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Cela s'incarne, par exemple, dans le contexte électoral. Parce que c'est Paul Biya qui fait les lois, c'est lui qui applique les lois et c'est lui qui juge les lois. Vous voyez un peu. Et donc, plein d'opposants se plaignent que le code électoral ne soit pas très juste avec eux, mais c'est normal. Mais c'est lui qui fait les lois. Donc, forcément, il vous amène à se battre sur son propre terrain et c'est lui qui décide. En gros, pour ne pas être trop long, on pourra en discuter dans les commentaires de la suite. Mais par cette combinaison de manipulation, de stratégie politique et de gestion d'image, Paul Biya incarne donc avec brio les principes machiavéliques, mais aussi les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Certains pensent également que Paul Biya aurait recours à des pratiques mystiques pour conserver son pouvoir. Il a dit dans les discussions populaires que dès son arrivée, en fait, Paul Biya a parcouru les 10 régions du Cameroun à la rencontre des entités mystiques, spirituelles, des puissances des différentes tribus en fait, du pays afin de pouvoir dominer spirituellement en fait, les esprits et puissances des Camerounais. En plus de cela, il est initié à plusieurs rites ancestraux du Cameroun, notamment le Ngondo qu'il a eu à faire depuis 1983, vraiment dès qu'il est venu au pouvoir, quoi. Et puis, il a également eu à recevoir des symboles, des
des armes spirituelles de différentes tribus du Cameroun, des Bamileke, des Peuls, des Beti. Il a pu recevoir des machettes, des gris-gris, des protections et autres pour ainsi confirmer son pouvoir et confirmer le fait qu'il n'est pas seulement le président des citoyens camerounais, mais il a aussi le pouvoir il est le président des puissances même traditionnelles camerounaises. Vous voyez un peu. En plus de cela, Paul Biya est un franc-maçon reconnu. Il est également initié rosicrucien ainsi qu'à la Kabbale juive. Vous voyez, bon, en gros, il est partout. En plus de cela, en tant qu'ancien séminariste, il reste très proche du Vatican. Il a vraiment de très bons rapports avec le Vatican. Il a eu à recevoir plusieurs papes au Cameroun. Sous son règne, donc en gros, Paul Biya, il est partout. Peut-être même il est bouddhiste. Ça, je ne sais pas. En gros, Paul Biya est vraiment féru d'ésotérisme. Et même si tout cela reste des spéculations, ces éléments sont souvent avancés dans des discussions populaires sur la longévité de Biya et tendent à expliquer pourquoi est-ce que après bientôt 43 ans, ce monsieur continue toujours à dominer politiquement le pays. En résumé, Paul Biya a su entretenir son règne pendant aussi longtemps grâce à un mélange de stratégies politiques, de manipulation, de maîtrise institutionnelle, de division savamment entretenue et peut-être aussi un peu de chance. Sachant tout cela et étant dans une année électorale en 2025, compte tenu du fait que Paul Biya arrive à son crépuscule en tant qu'être humain, il est donc légitime en tant que bon Camerounais de se demander mais qui succédera à Paul Biya quand il ne sera plus là? Son fils, Bongo, Camto, Cabral, Eto? Question à 10 milliards. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donnez vos avis dans les commentaires. Concernant le quiz que nous avons présenté en début de vidéo, ceux qui ont regardé entièrement la vidéo ont sûrement eu leur réponse et il s'agit bel et bien de la réponse C. Paul Biya n'a jamais donné de conférence de presse aux médias nationaux au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle discussion.